C'est un plaisir de vous avoir pour nous parler de votre roman. C'est votre premier roman? Oui, c'est mon premier. La cuillère est mon premier roman. Oui. D'accord. Et Quelle est l'intrigue de ce roman? l'intrigue, brièvement, sans vous dévoiler la fin, c'est l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune galloise, dont le père vient de mourir, et à l'instant où elle le trouve dans son lit mort, elle est accaparée, fascinée par une cuillère en argent qui gît à côté du mort. Et cette cuillère va l'entraîner dans une série d'aventures sur une road trip qui l'emmène jusqu'en France, jusqu'en Saône-et-Loire, pour découvrir le secret de la cuillère et peut-être aussi le secret de sa vie. Et est-ce que c'est un roman qui s'inscrit dans un parcours d'écriture en particulier? La genèse, c'est quoi? La genèse, enfin, le roman s'inscrit, oui, probablement dans un parcours d'écriture. J'avais déjà écrit plusieurs romans qui n'ont pas été publiés en anglais. Et ensuite, j'ai fait 3 livres pratiques, dont un sur la transmission entre les grands-mères et leurs petits-enfants, ainsi qu'un album pour enfants. Et dans les deux cas, ces livres pratiques finalement étaient sur la transmission, sur la mémoire, qui sont des thématiques qui me sont chères. Et quelque part dans la cuillère, dans mon roman, la cuillère opère comme un objet de transmission, une sorte de fil argenté qui passe entre les générations. Et est-ce que le lieu ou les lieux dans votre roman jouent un rôle important? Alors les lieux sont importants, d'abord parce que le roman, j'ai eu l'idée du roman lors d'un voyage, il y a une dizaine d'années, j'ai eu l'idée saugrenue d'aller faire du camping au Pays de Galles. Et il a plu pendant une semaine. Et un jour, j'ai emmené mes enfants être abrités dans un hôtel qui était sur la falaise. Et je suis vraiment tombée amoureuse du lieu. J'ai pas pu y dormir, mais il y avait, par exemple, des tongs et des bottes dans l'entrée, du sable de partout. Et en même temps, il y avait de l'argenterie et une vaisselle très, très élégante sur les tables. Et un escalier qui montait, je ne savais pas vers quoi. Et je me suis dit qu'un jour, j'écrirais un roman qui se situerait dans ce lieu. Et ensuite, quelques mois plus tard, je roulais justement en Saône-et-Loire, et la nuit, l'hiver, et j'ai commencé à avoir les voix de Sérène, qui est l'héroïne, qui est donc la jeune galloise, un espèce de dialogue entre elle et son frère, qui ont commencé à me chuchoter à l'oreille. C'était déjà très vivant. Ils avaient déjà des voix très vivantes, ils étaient déjà de chair et d'os, et c'est parti de là. Et comment le pont s'est fait entre le Pays de Galles et cette région de la France, en fait? Je crois que le pont entre le Pays de Galles et la France, et cette région, surtout de la Saône-et-Loire, est venu d'abord par l'objet, la cuillère, qui porte des insignes qui m'emmenaient naturellement vers la terre d'accueil qui est la Saône-et-Loire. C'est un des grands principes de la Saône-et-Loire, c'est la terre d'accueil. Et puis ces 2 régions que j'aime énormément, le Pembrokeshire au Pays de Galles, je ne connaissais pas très très bien, j'ai découvert, même si je suis d'origine galloise, je ne connaissais pas cette région. C'est extrêmement beau. C'est d'une part, c'est des falaises, c'est l'océan, c'est assez austère. Et puis par ailleurs, il y a les vallées minières, les vallées noires, les terrils qui jouent un rôle très important dans le roman. Ces petits cottages qui sont collés les unes aux autres, mais aussi ces vastes prairies. Donc j'étais très, très enthousiasmée par ce paysage. Et la Saône-et-Loire, de la même manière, ce sont des paysages très changeants. J'ai l'impression que parfois, quand on marche dans les forêts de la Saône-et-Loire, j'ai l'impression qu'on entend vraiment les fantômes, à la fois de la résistance, mais aussi des fantômes plus anciennes. Et je trouvais que les 2 paysages se répondaient. Donc des paysages qui murmurent beaucoup. Oui, des paysages qui murmurent. Et parlez-moi du deuil. Quel est le rôle du deuil dans votre roman? Le livre, c'est une sorte de road trip du deuil.
En même temps, je n'aime pas trop le... Je trouve que le deuil, faire le deuil, c'est une expression qu'on colle partout. Et, euh, et j'étais curieuse de la manière dont Sérène faisait le deuil, ou pas d'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'elle ait fait le deuil. Mais en tout cas, elle s'est appropriée la mort de son père d'une façon d'abord par le déni, puis petit à petit en se laissant ouvrir par ça. Donc c'est quelque part un roman sur la mort, mais c'est un roman drôle, c'est un roman drôle sur la mort. On a l'impression que vos points d'appui ou vos points de départ sont des choses inertes, un objet, une cuillère, le deuil, mais que c'est un roman qui bouge beaucoup. Plutôt que de faire le deuil, est-ce que vous parlez de voyager le deuil? Alors c'est très joli de dire voyager le deuil, merci, c'est une belle expression. Oui, ça convient très bien, c'est voyager le deuil, c'est le déplacer. C'est aussi cet objet, la cuillère, qui quelque part a besoin d'entraîner Sérène dans cette histoire, qui a besoin que les secrets soient dits, qui a besoin d'être reconnu. Et donc la cuillère est un personnage important. D'ailleurs, c'est pour ça que le roman s'appelle La cuillère et pas autre chose. C'est l'histoire de la cuillère. Est-ce qu'il y a eu plusieurs phases d'écriture? Il y a eu 2 phases, il y a eu plein de phases d'écriture. J'ai écrit ce roman pendant presque 4 ans, 5 ans même. Et au début, j'écrivais de manière, je voulais trouver une écriture très, très, très libre. Il y avait j'imaginais un roman illustré. Et je jouais d'une certaine façon, c'était assez original, mais je jouais trop à cache-cache avec le lecteur. Et ça ne marchait pas. Et puis, j'ai vécu moi-même un deuil et qui m'a rappelé l'aspect très physique de la perte d'une personne qui nous est chère. Et du coup, le terril, donc Sérène a un terril à l'intérieur du corps, un terril imaginaire, une métaphore, mais qui l'empêche quand même de respirer. Et le terril m'a permis de simplifier, de cesser de jouer à cache-cache et de traiter cette thématique d'une façon beaucoup plus simple, plus directe. Donc ça, c'était la 2e écriture. D'accord, ok. Et parlez-nous de la famille, de cette famille qui habite en... Alors Sérène vit donc dans une famille, elle vit avec ses grands-parents, avec sa mère, avec ses 2 frères. C'est une famille qui gère cet hôtel familial depuis très longtemps. Une famille peut-être assez excentrique, un grand-père anglais, une grand-mère galloise du Nord. Donc déjà c'est la rencontre de 2 contradictions. Et puis c'est une famille recomposée parce que la mère de Sérène est une très grande amoureuse, elle aime les hommes, elle aime aimer, elle aime l'état d'amour. Et donc le père de Sérène est son 3e mari. Et on me demande souvent pourquoi une famille recomposée. Ça s'est présenté comme ça, c'était pas une démarche. Les personnages se sont présentés de cette façon. Et je me suis rendu compte à la fin du livre qu'en fait, toute l'histoire n'est qu'une famille recomposée tout le temps. Je ne veux pas dévoiler la fin, mais Sérène ne cesse de rencontrer finalement de nouveaux membres de sa famille. Oui, on dit une famille recomposée, mais c'est une famille rencontrée, c'est pas une recomposition. Ce sont des familles différentes en fait. Oui, c'est des tas de familles différentes mais qui se retrouvent et se reconnaissent. Parlez-nous un peu de ce qui lie les 3 générations. Alors les 3 générations donc, de la famille de Sérène, je pense que ce qui les relie, il s'agit d'une famille dont les liens sont forts et tendres. J'ai voulu vraiment parler de cet amour qui peut exister entre les familles, de cette confiance. Et aussi de la phase, Sérène, elle est dans un moment de sa vie qui est vraiment un moment qui flotte. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle veut faire. Elle est très douée en dessin, mais elle ne se projette pas particulièrement comme une artiste. Elle est un peu perdue, ça flotte, elle est dans un entretemps. Et sa famille, qui est une famille, surtout sa grand-mère et sa mère, ce sont des femmes de confiance.
Sa grand-mère est une grande révoltée, qui se méfie des choses, mais qui, dans le fond, fait confiance à la vie. Et la mère de Seren également. Et donc, de manière assez délicate, de temps en temps, elle lui transmet des codes de conduite parfois très farfelus. Par exemple, il faut se méfier des hommes nus dans les buissons. Et d'autres choses un peu plus profondes où, fondamentalement, on lui dit tout le temps, il ne faut pas avoir peur. Et d'ailleurs, cette chanson de Bob Marley, Every Little Thing's Gonna Be Alright, revient dans le livre et est dit par plein de personnes différentes tout le long. Et bien sûr, j'ai voulu que mon héroïne soit accompagnée par cette confiance, qu'elle puisse se perdre, qu'elle puisse être seule, qu'elle puisse se confronter à ce qu'est la solitude, mais qu'on sente constamment qu'elle est emmenée, qu'il y a des passerelles, qu'il y a des ponts, qu'il y a des porteurs. Vous parlez de méfiance, un peu comme si c'était l'expérience qu'on voulait transmettre, mais de peur qu'on ne veut pas transmettre. Donc il y a une différence entre la méfiance et la peur. Oui, les personnages, la plupart des personnages, en tout cas les personnages au Pays de Galles, sont là pour lui transmettre la confiance. Ensuite, elle va arriver en France où elle va rencontrer des gens, il y a un choc culturel, où d'abord elle va rencontrer des gens qui sont assez méfiants de l'étranger. Les enfants non, parce que les enfants ont cette liberté de rencontrer autrui et de ne pas en faire toute une histoire. Et puis petit à petit, peut-être aussi parce qu'elle est tellement candide et ouverte, les gens vont en prendre soin. Les différentes rencontres, les personnes vont s'ouvrir et vraiment, oui, chaque personnage est là pour la faire passer à un autre endroit. J'aime cette douceur, j'aime le fait qu'on puisse être doux avec les jeunes adultes. Non pas qu'on les materne ou qu'on les paterne, mais qu'on réalise que c'est une période qui est fragile. Et pour mieux se protéger, est-ce qu'il ne faut pas un peu de dérision ? Alors, l'autodérision de Seren, Seren était une voix dans ma tête. Immédiatement, il y avait beaucoup d'humour. C'est vraiment grâce à elle que le livre est parfois drôle. Elle a de l'autodérision, mais elle est aussi extrêmement mélancolique, nostalgique, parce qu'elle vient d'un peuple. Les Gallois sont très nostalgiques. Donc, c'est ce mélange de choses. Après, je ne pense pas que l'autodérision soit une forme de protection. Je crois que c'est un regard qu'on pose sur le monde et que c'est une façon aussi de faire bouger les lignes. Et oui, elle le maîtrise très bien, cette façon de faire bouger les lignes. Est-ce que l'autodérision est possible même lors d'un enterrement ? De plus, je trouve que quand en tout cas les enterrements auxquels j'ai pu participer, même si c'est des moments tragiques, il est très très rare lors d'un enterrement qu'il n'y ait pas un moment très drôle ou très absurde ou très fort, parce que c'est probablement des moments où les murs dégringolent, les gens sont plus intenses, plus vulnérables. Et il se passe toujours quelque chose d'extraordinaire aux enterrements. C'est un vivier d'histoire, un enterrement. Au sein du livre, j'ai glissé différents types d'écriture. Il y a des listes, il y a des souvenirs, il y a des lettres, il y a un autre roman. Et je voulais, notamment, étant donné que Seren quitte sa famille, je voulais vraiment que le lien perdure, qu'elle puisse leur parler parfois au téléphone, mais aussi par lettre. Et donc là, je vais vous lire une lettre qu'elle écrit à sa mère. « Chère maman, j'espère que tu vas bien. Ça ne fait que 9 jours que je suis en France, mais j'ai l'impression d'être partie depuis des lustres. Mon troc labeur contre logement se déroule vraiment bien. Chaque matin, j'assiste Pierre au mini-musée ou dans le potager. Ensuite, j'effectue des tâches rémunérées pour payer les réparations de la Volvo. Maman, ce que je voulais surtout te demander, c'est trouves-tu que ta vie, globale, pas seulement en ce moment,
soit contraire à une évolution positive. Te dire aussi que je me familiarise petit à petit avec les peintres nommés par Mr. Hopkins. Colette et Pierre déposent un livre d'art sur ma table de chevet chaque soir car il paraît que s'endormir auprès d'œuvres majeures imprime l'esprit artistique. Ma proximité nocturne avec Delacroix, Picasso, Vermeer et Van Gogh imprime bien mon esprit, mais mon art à moi a tendance à bloquer. En fait, je dessine de moins en moins comme une future étudiante de la Welsh Academy of Arts et de plus en plus comme une attardée. Du coup, je me demande si je dois y aller, à Cardiff. Qu'en penses-tu? Voir mon PS. À part ça, cette région est très belle. J'aimerais bien qu'on y vienne un jour pour des vacances. C'est marrant, hein, parce qu'on n'a jamais pris de vacances alors qu'on passe notre temps avec des vacanciers. Tu peux m'écrire Care of Les Châtelains, Château de Balleray, Étrigny, France. Tu peux aussi me téléphoner, mais je sais que ça coûte très cher. Je vous aime, Sérène. PS. Tu te souviens, tu m'avais parlé de la nécessité mondiale de l'art? Vu le talent des maîtres anciens, es-tu certaine que le monde ait besoin de jeunes artistes? Parlez-nous de la temporalité de votre roman. Alors, le roman se situe en fait sur une période assez courte, à peu près 2 semaines. Et enfin, en tout cas, non, pardon, c'est pas 2 semaines, ça se situe sur environ 1 mois, mais le road trip se situe pendant une dizaine de jours. Ça a lieu dans les années 80, en 1985. Et j'ai choisi cette période, d'une part, je ne voulais surtout pas que Sérène puisse avoir accès au portable ou à Internet, parce qu'il n'y aurait plus de quête physique. Et donc, je voulais qu'elle puisse se perdre, et se perdre vraiment, c'est-à-dire que même les cabines téléphoniques sont difficiles à trouver. Et ensuite, les années 80 correspondent aussi à mon adolescence, donc j'ai puisé aussi dans mon adolescence, dans ce monde-là qui était assez différent de celui d'aujourd'hui. Les frontières étaient moins poreuses, il y avait des vraies différences quand on passait d'un pays à l'autre, et comme ce choc culturel était important, je l'ai situé à ce moment-là. Il y avait aussi la musique des années 80. Sérène s'éloigne de plus en plus de sa zone de confort, de son chez-soi. Mais ce qu'elle emporte avec elle, c'est la musique, parce que la musique de notre adolescence, on l'emporte partout, où qu'on aille. Donc c'est vraiment ces 3 éléments, la musique, la difficulté d'avoir des informations si on ne se déplace pas, et ma propre adolescence qui m'ont conduit à placer le roman dans les années 80. Et registre de langue, pourquoi? Alors, registre de langue, j'ai moi-même grandi dans une culture bilingue. J'adore la langue française, même si j'ai eu du mal à l'apprivoiser dans l'écriture. Elle était d'abord loin et difficile à attraper. Et les registres de langue viennent surtout du fait que cette jeune fille est galloise. Elle parle un peu français parce qu'elle a pris des cours de français depuis qu'elle est enfant. Elle ne sait même pas pourquoi, elle va le comprendre. Mais les cours de français qu'elle a reçus sont des cours d'une vieille galloise qui n'a peut-être jamais mis les pieds en France. Donc il y a un écart énorme entre ce que Sérène a appris et ce qu'elle va vivre. Et j'aime le fait que quand on voyage, parfois on ne parle pas la langue ou on ne la comprend pas, on a des tas de contorsions pour essayer de se comprendre. Et ça peut donner des malentendus, on peut aussi mieux se comprendre à travers le défaut de la langue. Et donc il y a ça, et puis il y a ma propre fascination pour le français, pour les mots, pour les différents niveaux de paroles, que ce soit en français ou en anglais. Il y a du gallois aussi dans le texte, parce que c'est une langue absolument extraordinaire. On a l'impression que c'est des gens qui murmurent tout le temps. C'est des mots extrêmement longs, très imagés. Et c'est ce mélange-là de langues qui m'a permis d'écrire le livre. C'est un peu la langue des dragons, le valois. Alors, c'est la langue des dragons, des fées, des sorcières. Mais c'est aussi une langue, le gallois, où il y a des termes, on le trouve aussi en français et en anglais d'ailleurs, des termes que l'on ne peut pas traduire.
Et ces mots intraduisibles, c'est des trésors. Et qu'est-ce qu'on fait quand on n'est pas capable de traduire un mot dans une autre langue? Je pense qu'on essaye de se l'approprier autrement, notamment, moi j'emploie beaucoup la couleur dans le roman, puisque Sérène voit à travers la couleur, à travers la peinture, elle est constamment en train de peindre et en train de dessiner. Sa première perception du monde, c'est ça, c'est une future artiste, elle ne le sait pas encore, mais elle va le devenir. Et puis parfois on ne parle pas, parfois on ne se comprend pas, et alors on rit beaucoup. Au sein du roman, il y a un autre livre, Les Mémoires de collectionneur. Qu'est-ce que sont ces mémoires de collectionneur? Au sein du livre, donc au sein du roman, il y a un petit livre que le directeur des Beaux-Arts de Cardiff donne à Sérène quand il voit ses dessins de la cuillère. Il lui dit aussi de se perdre. Il lui dit que c'est important d'aller se perdre. Donc elle part dans la Volvo de son père, avec sa cuillère et avec ce livre qui a été écrit par un homme un peu farfelu, un peu poussiéreux, qui se prend très au sérieux, mais qui m'a permis aussi d'emmener une autre histoire de la cuillère, d'emmener vraiment l'histoire des cuillères dans le monde, qui est une histoire que j'ai découverte en écrivant, qui est assez fascinante. D'une certaine façon, ce petit livre, ce petit guide de la cuillère, donne plein de pistes à Sérène et lui permet de comprendre des choses ou de réaliser qu'elle est sur la bonne voie. C'est aussi une écriture, les mémoires de collectionneur, c'est une écriture d'un collectionneur. Et j'ai pu rencontrer des collectionneurs au moment du travail, au moment de la rédaction. Et je me suis aussi... j'ai exploré des blogs, je suis allée rencontrer des brocanteurs. Et les gens sont très passionnés quand ils collectionnent des objets. Et j'ai été intéressée par ces personnes qui sont amoureux d'objets. Personnellement, j'ai un rapport avec les objets qui est tout à l'inverse. Je trouve assez angoissant les objets. Une brocante, pour moi, c'est d'abord un lieu où je suis fascinée, puis d'un coup, je suis effarée. Votre histoire semble contenir des personnages d'une autre génération, des personnages plus âgés que votre héroïne, qui sont capables de donner confiance ou même d'encourager à l'évasion, un collectionneur qui encourage. Est-ce que vous décririez le voyage de Sérène comme une révolte ou comme une fuite ou quelque chose qui est dans la continuité? Effectivement, le voyage de Sérène, on pourrait dire que le voyage de Sérène est une fuite parce qu'elle fuit d'une certaine façon la mort. Mais le livre est construit comme une quête. Donc, si on dit quête, on parle d'apprentissage, de roman d'apprentissage, de roman initiatique. Donc, à la fois, elle part et elle rencontre. Est-ce qu'elle fuit? Oui, elle fuit, mais en fait, on ne fuit pas, on emmène tout ce bagage avec soi. Et elle a constamment ce terril à l'intérieur d'elle qui fait qu'elle ne peut pas dormir, qu'elle ne peut pas vraiment s'allonger confortablement. Elle essaye de le repousser, mais le terril est là pour lui dire « Vas-y, avance, avance, il y a encore quelque chose à faire, il y a encore quelque chose à découvrir. » J'ai très hâte de rencontrer cette cuillère, en tout cas, aussi. Alors, il y a aussi un journaliste, donc il y a un livre de collectionneur, il y a un autre écrivain dans la cuillère. Oui, alors Sérène va rencontrer assez tard dans l'histoire, elle va rencontrer un journaliste qui a son âge, qui lui n'a pas du tout flotté dans sa vie, qui à 18 ans était déjà bardé de diplômes et écrivait déjà pour différents quotidiens. Et c'est un jeune homme extrêmement intense qui travaille sur la révolte, qui écrit des essais avec des titres à rallonge, qui tente au moment où elle le rencontre de modifier son écriture parce que son ex-amoureuse lui a dit que c'était très déprimant sa façon de traiter l'actualité et les révoltes ouvrières.
Et bien sûr, il ne va pas y arriver. On peut pas se transformer pour quelqu'un d'autre, surtout pas dans l'écriture. Et sa rencontre avec Seren va l'emmener doucement à la poésie. Il va découvrir qu'il peut écrire sa révolte de manière poétique. Et puis il va tomber amoureux. Et l'état d'amour est un état magnifique pour écrire de la poésie. L'un de vos personnages dit « Il ne faut pas s'accrocher à la tristesse. Il ne faut pas s'accrocher à la tristesse. Pourtant, elle existe, la tristesse. » C'est un message? Alors, même si c'est un roman d'apprentissage ou une quête, j'ai pas du tout eu l'intention d'envoyer un message au lecteur. Je pense que les lecteurs sont capables de créer des lignes entre les choses et s'il y a un message, de le trouver. Il y a peut-être une chose dans le livre que vraiment j'aimerais partager, en tout cas où je suis d'accord avec un des personnages qui dit qu'il ne faut pas s'accrocher à la tristesse, sinon ça devient une mode de vie. Oui, je suis d'accord. On s'y habitue trop vite, c'est comme je suis d'accord. Sinon, on s'y habitue. Alors, je lis, hein, ceci dit, quand l'apiculteur dit à Seren, il ne faut pas s'accrocher à la tristesse, sinon on s'y habitue. D'accord. Donc, de ne pas s'accrocher à la tristesse, c'est peut-être de se rappeler qu'elle existe, sinon on oublie. Oui, de ne pas s'accrocher à la tristesse, bien sûr, il ne faut absolument pas la renier. D'ailleurs, c'est ce qu'elle découvre. Seren découvre qu'on peut vivre avec la tristesse, mais que je pense qu'il ne faut pas se rouler dedans, comme un chien qui se roulerait dans la terre. Rigor mortis. C'est la nuit de la mort de mon père que je vis la cuillère pour la première fois. Je suis appuyée contre le bord de son lit, immobile. À différents endroits de la chambre, plongée dans leurs pensées, ma mère, mes grands-parents, mes 2 frères, notre labrador et le docteur Eimer. Nous ressemblons vaguement au tableau La mort de Germanicus, bien qu'aucun de nous ne porte de toge romaine et que personne n'ait été empoisonné, je crois. Le silence de la chambre constitue un bruit en soi, quelque chose de dense et de continu, comme lorsqu'on se bouche les narines sous l'eau. Seul le claquement de dents de mon frère ponctue la clameur du silence. Al s'arrache toujours la peau de ses doigts quand il est inquiet. Palamotis, a décrété le docteur, en recouvrant d'un drap le visage blafard de mon père. Du latin, pour se distancier de la situation. Doc Eimer se planque derrière son érudition, aurait dit mon père. À force de fixer le drap, j'ai la sensation que ses pieds bougent. J'évite de regarder ma mère. De toute façon, je vois flou.